Bienvenue sur Reflet TV. Vous faites bien de suivre Entre deux news où nous abordons ce soir deux sujets majeurs. Ce 3 décembre marque la Journée internationale des personnes en situation de handicap. Quel état des lieux fait-on des droits des personnes en situation de handicap en Côte d'Ivoire? À suivre dans la première partie de cette émission avec Yacouba Koné, président du conseil d'administration de la coordination des associations des personnes handicapées de Côte d'Ivoire, la CAPEACI. Bonsoir, président. Bonsoir. Merci d'avoir honoré notre invitation. C'est nous qui sommes honorés. Et Gaël Lakpa, analyste sociopolitique. Bonsoir Gaël Lakpa. Bonsoir Sidi. La seconde partie de cette émission sera consacrée au décryptage des profils des candidats officiellement désignés par le parti politique à la présidentielle de 2025. Des enjeux sociétaux et politiques cruciaux que nos consultants éclaireront sans détour. Tout de suite, place à la première partie de cette émission, la célébration de la journée internationale des personnes en situation de handicap. Donc, pas de journée mondiale, il y a des amalgames sur ces deux événements. Oui, en fait, merci beaucoup. En fait, c'est deux événements différents. La journée mondiale est plus ancienne que la journée internationale. La journée mondiale a été prise en 1981 et la journée internationale en 1992. Donc, c'est deux événements qui célèbrent la question du handicap, mais de façon différente. La journée internationale est une initiative des Nations Unies et la journée mondiale est une initiative de certains nombres de pays. Alors, que représente pour vous cette journée du 3 décembre, journée internationale des personnes en situation de handicap? Je pense que pour nous, dans les 365 jours de l'année, c'est la journée la plus importante parce que c'est la seule journée où la question du handicap est véritablement mise à la lumière et où on parle des questions d'handicap. Je pense que c'est important pour nous parce que ce jour-là, normalement, tous les regards doivent être tournés vers ces personnes-là qui ont besoin de visibilité et qui ont besoin de valorisation de leurs droits. Bien, Gaël Lakpa aura aussi l'occasion de poser certaines questions, mais avant, Gaël Lakpa, pourquoi les droits des personnes en situation de handicap restent un défi malgré les promesses des gouvernements successifs en Côte d'Ivoire? Bien avant, je voudrais rappeler que la Côte d'Ivoire dispose de la loi numéro 98 594 du 10 novembre 1998 relative aux droits des personnes handicapées. Donc, ce qui veut dire, ce qui confirme le fait que en Côte d'Ivoire, les différents gouvernements qui se succèdent quand même font des efforts vis-à-vis des réalités des handicapés. Et bien au-delà des conventions internationales aussi que la Côte d'Ivoire a pu ratifier. Mais le problème subsiste. Cependant, ce n'est pas que les différents gouvernements ne font pas d'efforts. Le président de l'association des handicapés pourra nous dire les avancées. C'est vrai que dans les années 90 et bien avant même, il y avait beaucoup de problèmes de stigmatisation, des problèmes liés à l'éducation, des problèmes liés aux infrastructures. Mais il faut reconnaître qu'il y a eu quand même des avancées. Des avancées parce que je me souviens qu'en Côte d'Ivoire, il y avait eu un moment, un ministère même dédié, un secrétariat, je crois, dédié aux personnes handicapées. Je crois que maintenant, ça n'existe plus, mais beaucoup d'efforts sont en train d'être faits à ce niveau-là. Bien. Est-ce que vous, à votre niveau, vous disposez de l'influence nécessaire pour pouvoir faire bouger les lignes? Bon, dire qu'on dispose de l'influence nécessaire serait trop dit. Je pense que nous faisons ce que nous pouvons. Parce que c'est l'autorité, c'est les membres qui apprécient l'effort que nous faisons. Il serait un peu maladroit de notre part pour dire que voilà, ce que nous faisons est suffisant. Tant qu'il y a des choses à faire, il y a toujours des choses qui manquent. Voilà. Donc peut-être je voulais faire une petite précision. Tout à l'heure, M. Gaël Lakpa a dit les handicapés. C'est un terme péjoratif. On dit personne en situation de handicap ou personne handicapée. Mais ce qui paraît bizarre, on dit personne en situation de handicap, mais le nom de votre organisation, c'est les personnes handicapées. Oui, bien sûr. Le terme consacré... Mais pourquoi le contraire? Vous les termes consacrés... Vous opposez. Non. Vous écoutez, j'ai dit, on ne dit pas handicapé, le handicapé. Voilà. On dit personne en situation de handicap ou personne handicapée. Le mot personne handicapée est consacré par la Convention des Nations Unies. Le terme situation de handicap est venu après. Mais c'est un mot que nous contestons parce que la situation de handicap est passagère. Or, le handicap, il est permanent. Voilà. Je prends un exemple. Une femme en grossesse est en situation de handicap. Mais après son accouchement, elle n'est plus en situation de handicap. Or, quand vous lancez un concours, par exemple, vous dites que le concours est destiné aux personnes en situation de handicap, comme on le suit sûrement en Côte d'Ivoire. Donc,
tous ceux qui sont en situation de handicap en cette période-là peuvent venir postuler. Et si après le recrutement, ces personnes-là ne sont plus en situation de handicap, vous allez dire que vous avez recruté des valides. Donc c'est pour ça que le terme pose problème. Pour nous, le terme consacré, c'est personnes handicapées, qui est consacré par la Convention des Nations Unies adoptée en 2006. Personnes handicapées. Personnes handicapées. La personne, c'est pour valoriser le porteur du handicap. Et non personne en situation de handicap non, aussi. C'est accepté. Mais nous, on a, comme je vous l'ai dit, la situation, une situation peut être temporaire. Par exemple, vous avez un accident, vous avez le pied dans le plat, vous êtes en situation de handicap à ce moment précis. Mais lorsque vous guérissez, vous n'êtes plus une personne en situation de handicap. Vous êtes guéri. Mais le handicap... Mais qu'est-ce qui dit que quand on dit une personne, quand on dit simplement un handicapé, c'est permanent aussi? Non. En fait, on dit un handicapé. Nous, on ne veut pas qu'on dise un handicapé. On dit personne handicapée. Mais que veulent les Nations Unies? Personne handicapée. Bien. Alors aujourd'hui, quel état de lieu faites-vous de la situation des personnes handicapées en Côte d'Ivoire? Bon, comme... vous avez le temps de développer, allez-y. En fait, d'abord, il faut préciser que selon les Nations Unies et selon l'OMS et la Banque mondiale, dans nos pays, vous avez 15% de la population en situation de handicap. Si vous rapportez ça à la population de la Côte d'Ivoire, vous vous retrouvez avec plus de 4 millions de personnes qui sont en situation de handicap ou personnes handicapées en Côte d'Ivoire. Donc, quand vous regardez cette proportion de la population, par rapport aux efforts qui sont consentis par l'État de Côte d'Ivoire, vous voyez qu'il y a beaucoup qui reste à faire. On ne néglige pas ce qui a été fait. Comme on l'a dit, depuis 1998, il y a la loi d'orientation en faveur des personnes handicapées. Et depuis l'avènement du chef de l'État, son Excellence Alassane Ouattara, que nous profitons pour remercier des passages qui a fait évoluer rapidement les choses. Vous avez eu la loi sur l'emploi des personnes handicapées dans le secteur privé. Vous avez eu le décret sur la commission technique de réadaptation et de reclassement des personnes handicapées dans le secteur privé et dans la fonction publique. Vous avez également la loi sur les bâtiments et infrastructures, de l'article 50 à l'article 60, qui institue aux architectes quelles dispositions prendre lorsque vous devez bâtir un bâtiment destiné au service public. Donc, et vous avez également le recrutement dérogatoire en faveur des personnes handicapées. Depuis, malheureusement, on n'a pas encore de tests dessus, mais c'est un recrutement qui a la volonté de l'État. Mais depuis quelques années, ce recrutement est régulier. Chaque année, vous avez au moins 200 personnes qui sont recrutées à la fonction publique. Par exemple, ce recrutement pour 2024 a été lancé hier. Voilà. Donc, il y a beaucoup de choses qui sont faites, mais quand vous voyez le besoin des personnes handicapées, par exemple, en termes de santé, en termes de scolarisation, en termes de services et autres, beaucoup reste à faire. Quand je prends, par exemple, la communication dans le domaine où nous sommes, la communication n'est pas accessible aux personnes handicapées. Aujourd'hui, nous sommes en train de faire une émission où il n'y a pas d'interprète qui traduit notre communication en langage des signes. Donc, nous venons d'exclure de cette communication près du tiers des personnes handicapées qui n'auront pas accès à la communication que nous sommes en train de faire. Vous avez ça dans pratiquement tous les médias. En Europe, vous avez les sous-titrages. Mais bien qu'on ait les télés, les sous-titrages ne marchent pas en Côte d'Ivoire. Mais ces mêmes émissions, comme cette émission est diffusée sur les réseaux sociaux tels que Facebook, il y a le sous-titrage qui existe. Bon, en tout cas, moi, je n'ai pas encore vu d'émissions télé, des débats sous-titrés en Côte d'Ivoire. Je ne sais pas si vous comprenez, la même émission est diffusée en même temps pendant que nous parlons présentement sur les réseaux sociaux tels que Facebook. Et il y a le sous-titrage automatique qui est activé. Dieu pour merci. Ceux qui suivent cette émission sur Facebook. Dieu merci. Mais il faut dire aussi que nous, c'est vrai, on privilégie la communication Facebook et autres, mais compte tenu du niveau de scolarisation des personnes en situation de handicap, vous devez savoir que près de 60 à 65% des personnes handicapées sont analphabètes. Donc, l'image le plus regardée, c'est la télé et la radio. Donc, aujourd'hui, il y a des efforts à faire en termes d'accessibilité de la communication. Par exemple, quand le chef de l'État fait son discours à la nation, vous voyez que souvent, ce n'est même pas traduit en langage des signes. Quand vous, par exemple, vous allez dans les écoles, il y a l'accessibilité des infrastructures scolaires. Quand un enfant est en situation de handicap et que la plupart des écoles privées sont des bâtiments en étage et que vous êtes au premier, les gens sont obligés de vous porter. Même l'université de Cocody, nous on a vécu ça, où des personnes handicapées étaient transportées par leurs camarades pour aller en salle de TD ou en salle de cours.
vous avez un de nos frères qui est magistrat, qui était au tribunal d'Abidjan, qui était transporté par les gens qui devaient juger pour aller au premier. Mais vous voulez qu'il donne quel verdict là? Donc, voici un peu tant de difficultés au niveau de la santé, par exemple. Vous allez à l'hôpital, il y a des problèmes de communication. Comment la sage-femme, une femme sourde qui va à la maternité, va expliquer à la sage-femme que ça fait quelques mois, elle n'a pas vu ses menstrues? Mais dans être accompagné, il y a aussi le rôle des parents, des proches. Mais le premier rôle revient à l'État de Côte d'Ivoire. Parce que l'État a le droit... Mais pourquoi donner toujours le premier rôle à l'État de Côte d'Ivoire pendant qu'il y a aussi le rôle des proches? Non, parce que nos textes fondamentaux, la Constitution dit l'État est le premier responsable, le premier parent. Ça on est d'accord. Parce qu'il y a des parents qui abandonnent, leur fils, leurs parents, tout ça. Ça, on n'en discute pas. Ça veut dire que c'est des faits qui existent. Et j'ai dit, peut-être ça va faire mal, ça ne va pas plaire aux gens, mais généralement, quand dans une famille, quand il y a un enfant handicapé qui arrive, malheureusement, c'est maman qui en pâtit. Et c'est nos mamans qui sont toujours à côté de nous. C'est des cas rares où vous avez monsieur est là. Généralement, quand l'enfant est là comme ça, monsieur disparaît parce que souvent, il ne reconnaît pas cet enfant. Il dit que ça ne peut pas être lui. Donc, on reconnaît ces difficultés. Mais lorsque un État prend des dispositions pour une partie, je prends par exemple la scolarisation. Est-ce que vous savez qu'en Côte d'Ivoire, il n'y a pas de programme de scolarisation spécifique pour les enfants en situation de handicap? Il n'y en a pas. Or, vous voyez tous les autres enfants, l'État prend toujours des dispositions pour que ces enfants soient scolarisés. Et aujourd'hui, c'est comme si l'État abandonnait près de 35 000 enfants qui ne vont pas à l'école. Et aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, vous avez 2 institutions seulement spécialisées dans la scolarisation des enfants handicapés. Et ces 2 institutions se trouvent à Abidjan. Mais que deviennent les enfants d'Odiéné? Que deviennent les enfants de Korogo? Que deviennent les enfants de Man? C'est de ça qu'on parle. L'État fait, mais il y a énormément de choses à faire. Et nous reconnaissons, nous disons merci à l'État de Côte d'Ivoire qui fait des efforts aujourd'hui au niveau de l'emploi. Il y a la disposition sur l'emploi des personnes handicapées dans le secteur privé qui est en train d'améliorer, qui est en train de créer de l'engouement du service public et du secteur privé pour l'emploi des personnes handicapées. Vous avez aussi le Code du travail, à son article 12.1, 12.2, qui donne aussi des avantages aux entreprises qui recrutent les personnes handicapées. Il y a beaucoup de choses qui sont faites, mais quand vous voyez l'aspiration des personnes handicapées à un bien-être, vous voyez que ce qui reste à faire est énorme. Bien. Gaël Akpa, réaction aux questions. Une question, réaction d'abord. M. Koné a parlé relativement aux proportions internationales, on peut parler de 4 millions de personnes. Oui. Est-ce que vous avez des chiffres concrets en Côte d'Ivoire, parce que c'est approximatif, 4 millions de personnes en situation... Je n'ai pas encore fini, c'est juste pour que vous puissiez élucider. Et puis, je vais venir à une question, c'est que vous avez parlé de beaucoup d'aspects, mais sauf le transport. Oui. Dans le domaine du transport, est-ce qu'il y a des efforts qui sont faits? Et quelles sont les difficultés que vous rencontrez? Et puis, dernier élément, au plan socio-culturel, est-ce que les discriminations ont reculé ou bien est-ce que vous constatez encore à ce niveau? D'accord, ça fait quelques questions, mais je vais aller sur les chiffres. En fait, la difficulté que nous avons en Côte d'Ivoire, c'est que quand vous prenez le recensement de 2014, après 2014, il y a eu le recensement de 2021. C'est ça. En 2014, les chiffres qui sont sortis, on nous a dit qu'il y a 453 personnes handicapées en Côte d'Ivoire. C'est exact. Et comment ces chiffres sont obtenus? C'est de ça qu'il s'agit en fait. Aujourd'hui, vous avez des agents recenseurs qui ne sont pas formés au recensement, à l'identification des personnes handicapées. En 2021, nous avons proposé aux partenaires, à la Banque mondiale, ceux qui finançaient, qu'il faut que les agents recenseurs soient formés sur le questionnaire du groupe de Washington. C'est un questionnaire qui permet de parler du handicap sans utiliser le mot handicap. Je prends un exemple. Moi, je viens chez vous en tant qu'agent recenseur. Je dis, est-ce que vous avez un enfant handicapé chez vous? Mais la réponse sera non. Ou bien moi, je suis assis, vous venez m'identifier. Si je ne me lève pas devant vous, vous ne pouvez pas savoir que je suis en situation de handicap. Donc, il y a un recensement des constats qui est fait. Et c'est un recensement qui est biaisé. Or, donc, vous contestez le chiffre de 453 000 personnes? Non, c'est des chiffres même qui sont nuls. Pour nous, on ne prend pas ça en compte. Mais comme c'est l'État de Côte d'Ivoire qui a donné les chiffres, on prend ça comme indicatif. Comme indicatif.
Parce que, en réalité, c'est quoi? Vous savez, en Côte d'Ivoire, il y a eu l'onchocercose, il y a eu l'ulcère des Buruli, il y a eu la polio, il y a eu les crises. Est-ce que vous savez combien de personnes en situation de handicap mental la crise a créé? Non, on ne sait pas. Est-ce que vous voyez? Tout ça, on nous dit qu'il y a 453 000. En 2021, on est passé à 468 000. Donc, de 2014, pour l'État de Côte d'Ivoire, de 2014 à 2021, il y a à peine 10 000 personnes handicapées qui se sont ajoutées. Or, lors du recensement l'enrôlement sur la liste électorale de la dernière élection, 2020, non pas 2020, c'était les législatives, où on a travaillé avec la CEI sur un projet de l'Union européenne, on a pu enrôler près de 11 000 nouveaux majeurs dans 5 villes, c'est-à-dire à Bobo, Port-Boué, Yopougon, Daloa et Boaké. C'était un projet genre pilote. Donc, on ne peut pas nous dire qu'en 5 ans, c'est ça. Donc, pour nous, on est en train de réfléchir comment engager, avoir un projet d'identification propre aux personnes en situation de handicap. Parce que sans le faire, il sera difficile pour l'État de pouvoir satisfaire les personnes handicapées parce qu'on sous-estime les chiffres. Vous voyez, des gens qui sont à 4 millions, moi je vais vous dire quelque chose. Lorsque vous marchez à Abidjan, faites le constat. Vous ne pouvez pas faire près de 200 mètres sans croiser une personne en situation de handicap ou une personne handicapée. Et ce qui est encore grave, c'est que 80% des handicaps sont invisibles. Ça veut dire que ce que vous voyez quand vous vous promenez là, c'est 20%. Parce que si vous croisez un sourd qui ne parle pas, vous ne pouvez pas savoir qu'il est sourd. Donc, il y a plein, quand vous voyez un gars en situation de handicap psychique, il est assis tranquillement, vous ne pouvez pas le savoir. Donc, il y a près de 80% des personnes de handicap qu'on ne perçoit pas. Donc, ce que vous voyez là, c'est 20%. Donc, si vous avez vu 20 là, c'est comme s'il manque 80. Donc, si vous avez 20, vous avez 100. Ainsi de suite. Ça fait que c'est très difficile pour nous de travailler avec ces chiffres. Même quand vous faites un petit calcul en recensant les personnes handicapées dans les organisations, surtout que encore, vous avez seulement un tiers des personnes handicapées qui sont inscrites dans les organisations. C'est-à-dire que les gens ont leurs enfants en situation de handicap à la maison, ils ne les font pas sortir. C'est lorsqu'il y a une opportunité que vous voyez qu'il y a beaucoup de personnes en situation de handicap. Maintenant, concernant le problème du transport, c'est le nœud difficile. Par exemple, quand vous prenez le déplacement à Abidjan est difficile. Quand vous regardez les bus, apparemment, il y a un dispositif de rampe qui est prévu. C'est rare de voir. C'est dessus. Mais est-ce que c'est utilisé? Non. Deuxième chose, quand vous êtes en fauteuil roulant et que le taxi vous voit matin, il veut gagner en temps, et le temps, il va garer, vous allez mettre votre fauteuil, ça sera trop long pour lui. Quand vous le signalez et qu'il voit le fauteuil à côté, il accélère. Quand vous prenez les travailleurs, tout le monde connaît le transport des travailleurs en Côte d'Ivoire, que ce soit les fonctionnaires ou le secteur privé. Le secteur privé, c'est 25 000 Abidjan. Le secteur public, c'est 20 000. Une personne handicapée en fauteuil roulant qui habite à Bobo et qui vient au plateau, c'est environ 8 000 francs chaque jour. Et nous avons souhaité que lorsque les syndicats vont à la discussion avec l'État de Côte d'Ivoire, que ces spécificités soient prises en compte. Sinon, l'État va recruter des personnes handicapées qui ne seront pas productives parce qu'ils ne pourront pas aller au travail. Parce que si vous avez 20 000 francs de transport par mois, ça vous fait 2 jours de boulot. Et après les 2 jours, vous investissez votre salaire et ce que vous devez prendre pour nourrir votre famille, vous l'investissez dans le transport. Normalement, ça veut dire qu'en 10 jours, vous êtes à 80 000 francs de transport. Donc, c'est une spécificité que l'État doit prendre en compte. Parce que toutes les personnes handicapées n'ont pas la possibilité d'aller dans le transport en commun. Souvent, vous prenez un taxi, ou bien vous avez la chance, vous n'êtes pas loin de l'arrêt, vous allez vous prendre un bus express, ou bien vous allez au Woro-Woro. Mais dans tous les cas, le transport est inaccessible aux personnes handicapées. Bien. Alors, Président, est-ce que pour vous, le handicap est perçu comme une question prioritaire par la classe politique ivoirienne? Nous sommes à l'approche de la présidentielle ivoirienne, des discours politiques sont tenus. Est-ce que, selon vos analyses, c'est une priorité pour ces politiques-là? Bon. Ou quelque part, vous êtes déçus? Non, déçus, nous ne sommes pas déçus. Vous savez,
c'est un processus. Quand vous prenez la situation du handicap, on est parti de différentes visions du handicap. On a la vision médicale, aujourd'hui on est dans la vision droit de l'homme. Avant, quand vous avez une personne en situation de handicap, on se demandait comment guérir la personne. Après ça, on est arrivé dans la vision assistance. C'est-à-dire que quand on voit une personne handicapée, comment l'aider. Après, maintenant, on est dans la vision sociale. Après la vision sociale, on est dans la vision droit de l'homme. Aujourd'hui, la question du handicap est vue sous l'angle des droits de l'homme. Donc, quand on voit une personne handicapée aujourd'hui, la question qu'on se pose, comment faire pour faire respecter ses droits. Donc, il y a une évolution là. Donc, on ne peut pas être déçu, mais on peut être impatient. Quand on dit déçu, ce n'est pas forcément des gouvernants, mais de tous les politiques, tous les partis politiques. C'est tout. PDC, en fait, RDA, RHDP, PPAC, FPI, tous les partis. Pour venir dans l'appréciation des partis. Ils disent qu'ils veulent diriger la Côte d'Ivoire en 2025, mais dans les discours, on n'entend pas. Moi, je vais vous laisser apprécier vous-même. Vous êtes mieux placé pour apprécier. Mais nos spectateurs vont apprécier. Quand vous prenez tous ces partis que vous avez cités là, vous connaissez combien de partis où ils ont un organe chargé de la prise en charge des personnes handicapées? Il n'y en a pas. Vous avez lequel de ces partis qui a un secrétariat chargé des personnes handicapées? Il n'y en a pas. Ça dénote déjà de la priorité qu'ils ont pour les personnes en situation de handicap. En réalité, aucune priorité. Les gens voient plutôt ces personnes-là en des électeurs. Mais aujourd'hui, quand un influenceur, un chanteur veut rencontrer une autorité, c'est automatique. Mais quand une personne, quand un leader de personnes handicapées veut rencontrer une autorité, c'est pratiquement impossible. Parce que leur vision, dans leur tête, quand ils rencontrent une personne handicapée, ça fait d'argent, c'est ça. Or, aujourd'hui, les organisations ne sont plus dans cet état d'esprit. Nous sommes dans un état de faire des propositions. Comment aider les autorités à nous aider? Nous avons piloté un projet avec un pays américain sur comment impliquer les personnes handicapées déjà dans la gouvernance locale. Parce que pour que les personnes handicapées soient prises en compte dans la gouvernance au sommet, il faut que ça parte de la base. Comment faire de telle sorte qu'aujourd'hui, quand vous arrivez dans un village, que vous avez la chefferie, il faut qu'on trouve une personne handicapée dedans. On a réussi ça dans certains villages. Par exemple, quand vous arrivez à Noumambo, par exemple, dans la chefferie, il y a une personne handicapée. Quand vous arrivez à Songon, comment on appelle ça? À Songon, dans la chefferie, il y a une personne handicapée. Quand vous prenez, par exemple, le conseil des chefs urbains, après le plaidoyer, ils ont créé des postes pour les personnes handicapées, pour que nous soyons associés à la prise de décision. Et aujourd'hui, notre objectif, c'est que l'État emboîte le pas pour que les personnes handicapées soient à la table de discussion. Bien. Gaël Akpa, quelle est votre réaction sur ce même sujet, au sujet des partis politiques qui n'accordent pas de l'intérêt à la question des personnes handicapées dans les discours politiques tenus à 11 mois de la présidentielle ivoirienne? Non, il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs. On voit quand même des projets. Il faut aller assez vite. Des projets de certains partis. Il ne faut pas aller assez vite à la vitesse de la lumière. Ce sont des questions politiques. Et moi, je sais, en tant qu'introduit politiquement, que dans la nomenclature même des partis politiques, vous verrez qu'il y a les secrétariats nationaux chargés de la santé. Ou bien il y en a aussi qui font des secrétariats nationaux directement même dédiés aux personnes en situation de handicap ou bien aux personnes handicapées. Voilà, il y en a. Nous n'en connaissons pas. La question de la santé, elle est effectivement propre à tous les partis politiques, le PDC, le RHDP, donc, en fait, je viens ça veut dire qu'en fait, en général, dans ce genre de secrétariat-là, il y a des personnes qui sont censées d'élaborer des politiques dans ce sens. Ça, je le sais. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on a vu en Côte d'Ivoire ici qu'il existait à un certain moment un secrétariat technique chargé des personnes handicapées. C'est venu de ces laboratoires-là, en fait. Donc, il faut qu'on attende, lorsque les gens vont commencer à déplier leur projet de société. Moi, je ne serais pas surpris d'entendre parler de ce problème. Donc, je ne dirais pas que on n'en parle pas. Excusez-moi, ce que vous dites là est important, mais vous savez, quand je prends le cas de la santé, par exemple, ou bien je prends le cas de la jeunesse, dans tous les partis, vous avez un responsable de la jeunesse. C'est ça? Voilà. Mais est-ce que ces personnes-là prennent en compte la spécificité de la jeunesse en situation de handicap? Non. Nous, on ne le voit pas sur le terrain. Parce que souvent, ces leaders politiques-là sont surpris
par nos propositions. Mais quand on part, par exemple, au ministère de la Jeunesse, celui qui reçoit le courrier, c'est une personne handicapée. Oui, bien sûr. Mais le fait de recevoir le courrier n'impacte pas la politique du ministère de la Jeunesse. Mais déjà, c'est une porte d'ouverture. Non, il fait son travail. C'est un fonctionnaire qui est là, il fait son travail. Est-ce que sa position impacte la stratégie politique du ministère? Non, mais je voulais je vais vous expliquer. Est-ce que les personnes handicapées même sont dans les partis politiques? Bien sûr. Si ces personnes-là sont dans les partis, elles peuvent influencer. Il y a des cas, le RHDP avec l'honorable Kanigui Mamadou Soro. Oui, mais attendez, non, je vais vous expliquer quelque chose. Mais quels sont vos liens aussi avec ces personnes handicapées qui sont dans les partis politiques? C'est nos frères. Et même représentés parfois à l'Assemblée nationale. Oui, c'est nos frères, on travaille avec eux. Donc cela peut influencer les décisions. Oui, mais attention, en fait, ce que vous dites est intéressant, mais nous on parle de conception stratégique et politique. Quand moi je prends un parti, quand je prends les grands partis en Côte d'Ivoire, normalement, quand je regarde leur organigramme, je dois pouvoir voir quelqu'un qui représente 4 millions de personnes en Côte d'Ivoire. Parce que je ne peux pas me permettre d'ignorer l'existence de 4 millions de personnes. Vous avez dit tout à l'heure, c'est vrai, les gens, il y a eu des secrétariats d'État. Mais est-ce que vous pouvez concevoir qu'aujourd'hui, on voit toujours la question du handicap en Côte d'Ivoire comme une question sociale? Non. Parce que les personnes handicapées sont rattachées au ministère des Affaires sociales. Bien, Président, pour terminer, dernière question. Quelles sont les grandes articulations de cette célébration de la journée mondiale, c'est ça? La journée mondiale, la journée internationale des personnes handicapées. D'accord, Dieu merci. Et en 2022, on a un nouveau ministre, Maître Camara, qui est en train de booster les choses. Comme le ministre de la Protection sociale. En 2022, on a eu une célébration officielle au Figayou. Cette année encore, mais ça avait été fait 6 mois après. Mais on a fait des observations. Et cette année, c'est demain, cette cérémonie au Figayou. Mercredi 4 décembre. Mercredi 4 décembre. Et ce que je voulais dire, c'est que au niveau des organisations, on prend des initiatives pour marquer la journée. Par exemple, nous, au niveau de notre organisation, chaque année, nous produisons une déclaration qui permet de faire un peu l'état des lieux de l'année écoulée sur les avancées au niveau des droits des personnes handicapées. Dans d'autres organisations, il y a des manifestations, il y a des conférences. En fait, c'est une occasion de sensibilisation et d'attirer l'attention des gens sur la question du handicap, que la question du handicap sur toutes les autorités. Sur les autorités, les décideurs publics et même la population. Parce que tout à l'heure, je n'ai pas pu répondre à sa question. Le regard des gens, le regard est en train de changer. Avant, quand on voit une personne handicapée, on voit automatiquement un mendiant, on voit automatiquement quelqu'un qui fait pitié. Mais aujourd'hui, avec l'évolution, vous avez des médecins, vous avez des juges, vous avez des enseignants, vous avez tout. Mais aujourd'hui, quand les parents voient ces personnes-là, par exemple, quand on voit une personne handicapée qui est en train de rouler une voiture, automatiquement, ça change. Donc, les parents qui cachaient leur enfant se disent quoi? Si je mets mon enfant à l'école, peut-être il peut devenir comme M. X, il peut devenir... Donc, les mentalités sont en train de changer. Merci à vous, M. Yacouba Koné. Je rappelle que vous êtes le président du conseil d'administration de la coordination des associations des personnes handicapées de Côte d'Ivoire, la KPHC. Merci d'être passé. Merci. Et bonne célébration de la journée internationale des personnes handicapées à vous. Merci beaucoup. Nous marquons une courte pause. On revient juste dans quelques instants pour la seconde partie dans laquelle nous parlerons des candidats déclarés et choisis officiellement par le parti politique à la présidentielle ivoirienne de 2025. Nous ferons un décryptage des différents profils. La pub. De retour de la pub, chers téléspectateurs, vous qui venez de nous prendre en marche, vous suivez Entre deux News, votre émission d'analyse et de décryptage de l'actualité nationale et internationale. Dans cette émission, nous parlons dans cette seconde partie de présidentielle 2025, décryptage des profils des candidats désignés par le parti politique. Il s'agit bien sûr de 4 candidats qui seront aujourd'hui à l'affiche. Il s'agit de Simone Eyvé Gbagbo, Pascal Affi-N'Guessan, Simone Eyvé Gbagbo du MGC, Pascal Affi-N'Guessan du FPI, Laurent Gbagbo du PPAC et Kevin Fieni des Proci DPS, pour ne pas dire Pro Côte d'Ivoire. Voici les candidats et nous sommes rejoints dans cette seconde partie par Arsène Anoma, analyste politique et consultant sur Entre deux News. Bonsoir Arsène Anoma. Bonsoir M. Félix. Bienvenue à vous. Tout d'abord, que vous inspire chaque candidat, ces 4 candidats? Bon, ces 4 candidats, pour moi, c'est le renouveau, la vivacité du paysage politique ivoirien,
ça montre que la démocratie en Côte d'Ivoire est réelle et que les acteurs politiques s'engagent véritablement dans le jeu politique pour pouvoir proposer aux Ivoiriens diverses offres politiques à même de pouvoir répondre aux attentes des populations. Bien. Gaël Lacroix et vous? Bon, je vois une génération que je vais qualifier d'intermédiaire face à une génération nouvelle. Celle qui est intermédiaire, je mets Afin Guessan dans la génération intermédiaire, je mets Simone Gbagbo dans cette génération-là, et puis Kevin Fieni dans la nouvelle génération. Et Laurent Gbagbo? Laurent Gbagbo, c'est l'ancienne génération, on n'a pas besoin de répéter. Évidemment. Voilà. Bien. Alors maintenant, nous allons parler des différents profils. Pascal Afin Guessan, quels sont les atouts des principaux candidats? Nous parlons d'abord, vous parlerez d'abord de Pascal Afin Guessan, ensuite Simone Gbagbo, Laurent Gbagbo et Kevin Fieni. On commence avec Afin Guessan. Afin Guessan, l'un des premiers élus du FPI, c'est un gros profil dans sa région. À l'est du pays, il ratisse vraiment l'âge là-bas. Il a été plusieurs fois président du conseil, plusieurs années président du conseil régional dans cette zone-là. Il a été premier ministre de la Côte d'Ivoire. Il est présentement président du FPI, qui est un parti implanté au plan national. Il a déjà été candidat à la présidentielle. Je crois qu'il avait eu autour de 8% face au candidat du RHDP. Donc, Afin Guessan, aujourd'hui, il est dans la position du candidat qui revient et qui vient de finir un congrès. Ce qui dit qu'il a beaucoup de travail à faire sur le terrain. C'est selon son discours qu'il pourra, comment on appelle, il pourra convaincre les Ivoiriens, mais déjà, il ne faut pas oublier qu'il a beaucoup d'élus, voilà, d'élus à la suite des dernières élections locales. Donc, c'est un candidat pas outsider, mais un challenger il va falloir prendre au sérieux dans ces élections. Maintenant, la dernière candidate déclarée et investie, Simone Yves Gbagbo. Simone Yves Gbagbo, ses atouts. Ses atouts, ancienne première dame de la République au temps du président Laurent Gbagbo, beaucoup forte dans le sud Comoé. Et puis, au-delà de cela, c'est une femme qui a beaucoup, disons, la sympathie, disons, l'amour des femmes. Faut le dire, c'est un élément qui va peser dans la balance parce que son discours passe beaucoup auprès des femmes. Donc, elle n'est pas une candidate à négliger. Elle a ses preuves à faire parce qu'elle a déjà été députée, elle a été première dame, elle a occupé des hauts postes de responsabilité, grosse figure du FPI dans le temps. C'est pour la première fois qu'elle va être candidate à la présidentielle, donc elle est une candidate à suivre de près. Et Laurent Gbagbo? Laurent Gbagbo, ancien président de la République, qui aujourd'hui, bien que ayant des déboires avec la justice, garde toujours sa popularité avec le PPACI. Mais il y a un combat qu'il doit mener au plan juridique. Pour l'instant, ça fait qu'on ne peut pas trop se déterminer parce que pour qu'on parle de ses atouts et qualités, il faut qu'il soit d'abord candidat. Comme pour l'instant, on n'est pas trop sûr, on ne va pas trop s'aventurer. Mais lui, son parti est sûr. Son parti dit qu'il sera candidat. Moi, je parle dans la position de l'analyste. Voilà. Mais j'ai dit qu'il est populaire, on ne peut pas le discuter. Mais pour qu'il profite de cette popularité-là, il va falloir qu'il passe le cap de la candidature. Une fois qu'il est candidat, c'est sûr qu'il sera, moi je le mets soit premier, soit deuxième derrière Ouattara, le président Ouattara, parce que ce sont les deux de l'ancienne génération. Dès que le président Gbagbo est candidat, toutes les attentions seront focalisées sur lui et sa popularité risque de croître. Mais s'il n'est pas candidat, vous voyez que c'est tout autre chose. Bien, et celui qui paraît comme le grand inconnu de cette présidentielle, candidat investi de pro-Côte d'Ivoire, Kevin Fieni. Nouvelle génération, il a un bon discours, il a le discours qu'il faut. Parce qu'il ne faut pas oublier que l'ancienne génération nous a habitués à plusieurs discours et débats tout le temps autour de l'environnement électoral. Tout le temps,
les positions se trouvent figées dans des débats autour de la réforme de la CEI, autour de la liste électorale. On veut tout le temps le dialogue politique. On se trouve toujours engouffré dans ce débat-là jusqu'à la veille des élections où souvent même on n'a même pas le temps d'écouter, comment on appelle là, les projets des différents candidats. Alors qu'avec Kevin Fieni, on se souvient qu'il y a déjà plusieurs mois qu'il a annoncé sa candidature. Il est sur le terrain en train de présenter son projet aux populations et on aura le temps aussi de le découvrir. Bien. Arsène Anoma, à vous maintenant de nous parler, selon vos analyses, des atouts des principaux candidats déclarés et investis pour l'instant par le parti politique. Au fur et à mesure, nous aurons l'occasion avec les autres candidats qui seront investis et choisis, pourquoi pas, tels que le RHDP et le PDC-RDA, de revenir sur les candidatures qui ne sont pas encore officielles. D'accord, je vais commencer par le président du FPI, M. Pascal Affi-N'Guessan. Il faudrait dire que d'entrée de jeu, j'ai véritablement cherché les atouts des trois candidats, Affi, Simone Gbagbo. J'ai eu du mal à en trouver, mais je vais me prêter au jeu. Je pense que l'atout principal, si on peut l'appeler atout de Pascal Affi-N'Guessan, c'est sa longévité dans le milieu politique ivoirien. Sa longévité, le fait d'avoir été aux côtés du président Gbagbo, dont il espère récupérer une partie de ses électeurs en espérant au finish que la candidature du président Gbagbo soit rétorquée. Donc pour moi, son atout principal, c'est sa longévité. C'est l'électorat semblant être captif qu'il a dans sa région natale et aussi en surfant sur l'électorat pro-Gbagbo qui pourrait être récupéré par lui par la suite. Simone Gbagbo, pour moi, son atout principal, c'est le fait, c'est son genre en fait. Le fait qu'elle soit femme politique. On a vu par le passé des femmes candidates en 2010, 2015. Oui, mais il faut reconnaître que elle a pour elle sa longévité politique aussi comme Affi-N'Guessan. Elle a co-géré la Côte d'Ivoire durant la gouvernance des refondateurs parce qu'il faut reconnaître qu'elle n'a pas été simplement une simple première dame, elle a été une première dame très active politiquement. Elle a été vice-présidente de l'Assemblée nationale, présidente du groupe parlementaire FPI à l'Assemblée nationale, maire d'Abobo, et elle a occupé des responsabilités politiques de premier plan. Elle est leader d'un parti politique, elle est membre fondatrice de l'ex-FPI, donc ses atouts, c'est sa longévité politique, l'aura politique qu'on pourrait appeler ainsi, le fait qu'elle soit connue dans le microcosme politique ivoirien, pour moi, c'est son atout. Le fait aussi, comme Pascal Affi-N'Guessan, parce que je pense que les deux sont dans un jeu en espérant profiter, in fine, si cela est confirmé, de la non-candidature de l'ex-président Gbagbo pour espérer récupérer certains de ses électeurs potentiels, puisqu'ils ont été tous membres de l'ex-FPI, ils suivent potentiellement sur les mêmes électeurs. Donc pour moi, c'est son principal atout. Concernant l'ex-président Gbagbo, il faut reconnaître que c'est un homme politique de premier plan, ancien président de la République, qui a un électorat véritable pour lui, il faut le reconnaître. Et son atout, je pense aussi que c'est ce qu'on pourrait appeler sa popularité, mais qui semble être en déclin. Voilà, donc qui semble même qu'il est en déclin. Donc pour moi, c'est ça, le fait qu'il ait été ancien président de la République, le fait qu'il ait un électorat avéré, captif, dédié à sa personne, qui, contre vent et marée, reste scotché à sa personne, qui le porte, qui est avec lui contre toutes les intempéries. Voilà. Le quatrième candidat, pour moi, il est assez jeune, M. Fieni, 44 ans. Il avait déjà été candidat en 2020, sa candidature avait été rétorquée. Il revient en 2025, chef d'entreprise dans le milieu du privé. Je pense qu'il a pour lui sa virginité politique, sa jeunesse. Pour moi, son atout principal, c'est sa jeunesse. Le fait qu'il ne soit pas comptable de la gestion antérieure de la Côte d'Ivoire. Il porte, j'ai épluché son programme, il porte certaines idées novatrices qui pourraient intéresser certaines personnes. Donc pour moi, son atout principal, c'est sa jeunesse et sa virginité politique. Bien, Gaël Lacpagne, Laurent Gbagbo, une popularité en déclin, qu'est-ce que ça vous inspire, hein? Ce sont les propos de Arsène Anoma. Popularité en déclin, je ne sais pas.
peut-être que Hassen Anouma s'appuie sur les résultats des élections. Effectivement, les résultats des élections, voilà. Non, je dis peut-être que c'est sur cela que vous vous appuyez, mais il ne faut pas oublier que souvent le profil Laurent Gbagbo, c'est un profil qui trompe. Qui trompe parce que si on est contemporain des élections en Côte d'Ivoire, l'entourage de Laurent Gbagbo souvent n'a pas trop bonne presse. Souvent, pour des élections locales, vous trouverez le parti dont vient Laurent Gbagbo qui n'a pas forcément des bons résultats. Mais à la présidentielle, le produit Gbagbo lui-même, ce n'est pas la même chose. Voilà, donc moi je ne dirais pas que lui, Laurent Gbagbo, soit en déclin. Il y a à voir quand il a des manifestations, quand il sort, quand il a des discours, quand il tient des discours, quand il s'intéresse à l'actualité politique, on voit les réactions. Donc, pour moi, l'indicateur, c'est vrai, politiquement, relativement aux résultats qu'ils ont eus, dans des difficultés aussi. Il ne faut pas oublier que le PPACI a fait plusieurs années sans se présenter aux élections. Donc, quand le PPACI revient comme ça, ils étaient confrontés à des problèmes d'ordre financier, ils étaient confrontés aussi à des problèmes où après plusieurs années de boycott du recensement sur la liste électorale, la liste électorale n'étant pas à jour, ça a pu jouer contre ce FPI-là. Mais en 2020, ce PPACI. Donc en 2025, il ne faudrait pas se méprendre, sinon on risque de se tromper. Laurent Gbagbo, c'est vrai, il a perdu un peu en popularité, je peux le dire un peu, mais pas jusqu'à dire que c'est le déclin. Je me permets de rebondir là-dessus. Quand vous parlez des élections, effectivement, moi je suis d'une région, par exemple, la Niébi-Tiassa, où le PPACI, au temps de Laurent Gbagbo, régnait à maître. Mais aujourd'hui, le PPACI est carrément effacé par le RHDP. La preuve aux élections passées, sur quasiment 6 sièges de députés que compte toute la région, le PPACI n'a pu avoir qu'un seul siège dans la sous-préfecture. Et aujourd'hui, le PPACI a véritablement du mal à porter ses idéaux, à intéresser les militants. Donc, c'est-à-dire que la gestion passée du PPACI et du président Gbagbo, l'ex-FPI, aujourd'hui laisse des traces. Si nous prenons même la région de Lamé, où l'ex-premier ministre Patrick Kachi est président du conseil régional, le PPACI a quasiment perdu pratiquement tous les postes électifs qu'il avait là-bas. Et cela se répète même dans l'Ouest, qui est à peu près, on pourrait dire que son bastion d'origine, le PPACI a du mal à s'affirmer, même à Gagnoa, qui est la région natale du président Gbagbo. Donc, dire que le président Gbagbo est un homme politique qui est en fin de carrière, qui a perdu son déclin, ce n'est pas le dire sur des faits qui ne sont pas avérés, c'est sur des faits avérés, c'est sur des faits prouvés. Non, il faut reconnaître que l'homme refuse de mourir politiquement, mais pour moi, est-ce que Hassen Anouma, est-ce que vous tenez compte de ce que je viens de donner comme argument, comme argumentaire? J'ai bien dit que dans ces élections locales, ce n'est pas Laurent Gbagbo qui était candidat. Laurent Gbagbo lui-même, en tant que candidat, vous verrez plusieurs personnes, plusieurs Ivoiriens vous disent, quand il s'agit de Gbagbo, je suis chaud. Mais quand il s'agit de ses autres amis, ça ne m'intéresse pas. Ça, c'est des choses qu'on voit. Si aujourd'hui, moi j'ai vu déjà même la semaine dernière, en début de semaine, Abidjan.net, pour citer, a fait un sondage. C'est encore en cours. Ils ont mis des candidats. Le président Ouattara, Thiam, et la je viens, il ne faut pas presser, non. Je dis que ce sont des sondages qui actuellement même se passent. Je n'ai pas encore fini. Je dis les sondages actuellement même se passent. C'est-à-dire quoi? On a mis les différents candidats, on dit, vous qui êtes là, venez dire au cas où il y a élection aujourd'hui, qui vous choisissez s'ils sont alignés. Pour l'instant, moi j'ai vu le président Ouattara en tête, après je vois Laurent Gbagbo, après je vois Thiam. Peut-être que ça a pu évoluer. Je n'ai pas dit que les sondages sont les résultats des élections, mais ce sont des éléments, des indicateurs. Ce sont des indicateurs qui emmènent à dire que Laurent Gbagbo est encore vivant politiquement, que vous voulez ou pas. Non, pour moi, mais quand vous dites que Laurent Gbagbo est en déclin et tout ça, le mot déclin est un peu trop fort. On peut dire que le monsieur aujourd'hui, il n'est plus au pouvoir. Il n'est peut-être plus au pouvoir. Il a des difficultés, c'est ce que j'ai dit. À Niébi-Tiassa où il perd, dans l'Ouest où il perd, où son parti perd. Ils sont partis aux élections avec des difficultés d'ordre financier, avec des difficultés, j'ai dit tout à l'heure, vous n'avez pas tenu
compte de ce que j'ai dit. Sur la liste électorale même, ils ont beaucoup d'électeurs qui n'avaient pas les documents et tout ça. Donc, c'était vraiment difficile. Ils ont passé le temps à boycotter. Voilà, bien sûr. Donc, ils sont comptables de cela. Maintenant qu'ils se rendent compte, il y a eu dernièrement le recensement. On pense qu'ils vont essayer de remonter la pente. Mais en 2025, si Laurent Gbagbo est candidat, moi, je suis en train de dire que Hassen Anoumang, vous risquez de vous tromper parce que Laurent Gbagbo peut venir facilement deuxième derrière le candidat Ouattara, si jamais Ouattara est candidat. Moi, je pense bien, que... Allez-y, Hassen Anoumang. Moi, partant du fait, en disant que les élections régionales, les élections locales, ce n'est pas la figure du candidat, je ne pense pas. On a vu, par exemple, même si les pays sont différents, nous venons de voir au Sénégal, le parti du président, du Premier ministre Sonko et du président Bassirou Diomaye Faye, ils ont battu campagne sur le visage de Ousmane Sonko, qui était le président du PASTEF. Mais ils ont fait un véritable raz-de-marée. Quelles que soient les élections, même si elles sont locales, la figure principale du parti est portée en avant pour apporter des voix au parti. Et lorsqu'il y a des routes, on ne peut pas dissocier le responsable du parti des résultats de ces élections-là. C'est trop facile de le dire. Ce n'est pas lié au fait qu'il soit au pouvoir. Le président Laurent Gbagbo, le week-end, il y a un week-end ou 2 week-ends, qui disait à la jeunesse de son parti politique, lorsque vous arrivez à la tête de la présidence, c'est encore plus facile de gagner les élections locales et législatives. C'est faux. En 2020, le FPI avait gagné les élections, mais le FPI a perdu les élections locales. En 2020. En 2020, le FPI il a pris des cas tels que Koumassi où Mamadou Koulibaly n'était pas populaire. Il a même dit lorsqu'il est arrivé au pouvoir, Mamadou Koulibaly, l'ancien président de l'Assemblée nationale, a gagné facilement dans cette commune et plusieurs localités. Mais moi-même, je trouve que ça, c'est un peu insultant vis-à-vis de son ancien collaborateur. Dire que cet homme-là a eu une vie politique grâce à lui, c'est un peu insultant. Parce qu'il avait perdu le pouvoir, mais Mamadou Koulibaly a été élu à Zagué. Ça veut dire qu'il a eu, après même la perte du pouvoir, une vie politique. Donc, prendre cet exemple-là pour essayer de justifier le fait qu'il faille être à la tête, c'est lorsqu'on est à la tête de l'État qu'on peut apporter quelque chose à ses militants ou à ses 4 collaborateurs, c'est rédhibitoire et puis pour moi c'est insultant. Et ça montre aussi le fait que l'homme politique qu'il est a véritablement perdu un peu le fil de son combat politique et que pour moi, il reste un peu collé à des petitesses. Voilà. Bien, Gaël, ma réaction. Bon, réaction sur ce que Anoumang vient de dire. Bon, pour moi, le fait de dire que Mamadou Koulibaly à Koumassi a perdu après la chute du FPI, ce n'est pas... Au départ, quand j'ai vu l'extrait, j'ai interprété comme Anoumang l'a fait. Mais quand j'ai suivi la vidéo entière, j'ai compris qu'en fait, Laurent Gbagbo était dans une optique de démontrer tout simplement que quand tu es au pouvoir, c'est facile d'obtenir des postes électifs pour tes différents collaborateurs. Mais quand tu n'es pas au pouvoir, ça change. En fait, c'est tout ce qu'il voulait dire. Moi, je ne suis pas... Je dis bien que quand j'ai vu l'extrait au départ, j'ai pensé la même chose que Anoumang. Mais non, quand vous suivez bien la vidéo, en réalité, c'est pour soutenir ce que vous-même vous avez dit ici, pour dire que est-ce que quand vous êtes au pouvoir, ce n'est pas plus facile d'obtenir des postes électifs. Oui. Pour revenir au Sénégal, on a vu l'ancien président Macky Sall, qui a aligné son équipe, mais qui a perdu. Si ce même Macky Sall était au pouvoir, qui pourrait nous dire qu'il aurait perdu ces élections-là? C'est dire que aussi ça peut nous amener à faire une analyse sur le mode d'organisation des élections. Quand on voit par exemple que dans notre pays, les partis d'opposition se battent sur la CEI, parce qu'on se dit quoi? Quand tu es au pouvoir, tu as l'appareil, donc tu peux facilement manœuvrer pour gagner. C'est ce qui justifie un peu le discours du président Gbagbo. On ne souhaite pas que les choses se passent ainsi, mais c'est l'impression qu'on a. On se dit que quand tu es au pouvoir, tu as plus une marge de manœuvre pour te faciliter les choses, y compris aussi les moyens de l'État. J'ai vu un parti dernièrement dénoncer le fait que, dans le PDCI, dénoncer le fait que de toutes les actions que le gouvernement mène, les ministres du RHDP profitent des financements, profitent des activités qu'ils vont mener au nom de ces ministères-là pour mener campagne.
Donc vous voyez qu'il y a une certaine facilité à ce niveau. Bien. Pour un parti d'opposition, c'est vraiment compliqué. Bien. Donc il faut qu'on tienne compte de cela. Bien, la prochaine question, à l'exception de Kevin Fieni de Pro-Côte d'Ivoire, les 3 autres candidats déclarés et investis sont tous de la gauche ivoirienne, ce qui voudrait dire que cette élection est très cruciale pour les partis de gauche. Non, bon, évidemment, parce que... C'est vrai que les autres partis auront aussi leurs candidats, mais la gauche a déjà choisi, désigné ses candidats et investi ses candidats. Bon, je pense que la gauche ivoirienne se cherche. La gauche ivoirienne se cherche après la perte du pouvoir de 2010. Elle se cherche. Et surtout, après sa perte du pouvoir, conjuguée à la gestion du parti au pouvoir, ce qui fait qu'il lui reste très peu de lucarnes pour se faire voir. Elle se cherche et elle espère, avec cette élection présidentielle de 2025, pouvoir rebondir, pouvoir avoir l'assentiment des Ivoiriens. Pour moi, je pense que... Une élection, ça se prépare. Oui, mais elle est en pleine préparation parce que, comme vous l'avez dit déjà, certains partis de la gauche se sont choisis des candidats. Ils sont en train de nouer des alliances stratégiques. Et on dira même les plus grands partis de la gauche ivoirienne. Voilà, les plus grands partis de la gauche ivoirienne, le COGEP, le MGC, le PPACI, se sont déjà donné des candidats. Donc pour moi, comme je le dis, c'est une élection cruciale pour la gauche ivoirienne qui espère, en remportant ces présidentielles-là, revenir dans le jeu démocratique, pouvoir se refaire une santé et pouvoir offrir une offre différente de celle qui est là actuellement aux Ivoiriens. Mais moi, en tant qu'analyste politique, au vu de ma lecture de l'environnement politique actuel, je pense que c'est un vœu pieux et je n'espère véritablement pas que le but de ces partis de la gauche-là, de pouvoir reprendre le pouvoir d'État en 2025, puisse être réalisé. Bien, Gaël Akpa et la gauche se cherchent. Hein. Ce sont encore les propos d'Arsène Anoma. Quand on voit le FPI, le PPACI, le MGC déjà, qui choisissent et investissent leurs candidats. C'est un fait factuel. Voilà, dire que la gauche se cherche, ce n'est pas un péché. C'est clair, c'est factuel parce que moi, j'appelle ça, ce sont des problèmes d'ego. Et quelle lecture faites-vous du timing qui font cela? Ce sont des problèmes d'ego et cela participe à la fragmentation et puis la division des voix de l'opposition. Parce qu'on se souvient que dans le temps, que ce soit Laurent Gbagbo, Afin Guessan et même Simone, le président Gbagbo était le président sortant en 2010. Au premier tour, il a obtenu, je crois, 30 et quelques %. Il n'a pas fait 40%. Avec toute cette équipe-là. 39%. Donc, avec toute cette équipe, il a fait 39%. Aujourd'hui, les mêmes éléments avec lui, chacun est allé avec une partie, avec son morceau de FPI. À mon sens, ils devaient pouvoir dépasser leurs égos. Parce que la politique de la gauche, là, que vous alliez de Gbagbo à Simone Gbagbo ou bien à Afi, vous vous rendrez compte que, c'est pour ça qu'on parle d'idéologie, c'est presque le même discours. Donc, ils n'auront pas en réalité trop grandes choses à proposer que de répéter presque les mêmes choses. Donc, pour moi, dans l'électorat, ils ne feront rien d'autre que de diviser leur voix et puis faire la route au RHDP. Et ils risquent même d'avoir une élection où le RHDP passe au premier tour. Mais s'ils réussissent à dépasser leurs égos et qu'à la veille des élections, ils réussissent à trouver des alliances, ils réussissent à trouver un plan B pour présenter quelqu'un pendant que d'autres acceptent de se mettre en retrait. Le plan B qui n'est pas envisagé par le président Laurent Gbagbo. Qu'à cela ne tienne, c'est leur point de vue. Donc, pas de plan B, voilà. Plan C, pourquoi pas un plan Z? Ils sont assez responsables pour savoir qu'il faut un plan B, un plan Z et temps. Ce n'est pas nous qui allons décider de quoi faire, mais on parle en termes d'analyse. Une chose est claire, s'ils vont comme ça en rang dispersé, le RHDP pourra, à la veille, au soir de cette élection-là, la CEI pourra annoncer la victoire du RHDP. Mais s'ils réussissent à dépasser leurs égos et puis trouvent un plan B ou bien même le plan A soutenu par les autres, je pense que cette élection-là va ressembler à ce qu'on a pu voir en 2020. Le timing, en fait. Pour moi, le timing, c'est un jeu de dupes. Mais c'est aussi ça les réalités politiques. Pour moi, Simone et Afi sont dans l'espoir, dans l'espérance que la candidature du président Gbagbo
la non-éligibilité du président Gbagbo soit confirmée. Et en se posant déjà comme l'alternative de la gauche, pouvoir récolter les fruits de sa non-candidature, pouvoir avoir l'assentiment d'une partie de ces électeurs qui seront désabusés par le fait que l'ancien président ne soit pas dans les statiques blocs et pouvoir espérer que certains de ces militants reportent sur eux les sympathies. Pour moi, le timing lié à ces annonces de candidature déjà prématurées à 1 an quasiment des élections, pour moi, c'est juste le fait d'être dans un jeu de dupes en espérant que le président Gbagbo son inéligibilité soit confirmée et pouvoir récolter cela. Afi, lorsque par exemple Afi propose, je pourrais dire, une coalition avec le PPACI, il espère pour moi au fond de lui que la candidature du président Gbagbo soit rejetée. Parce que dans le fond, Afi sait qu'actuellement au PPACI, en dehors du président Gbagbo, le PPACI ne sera pas en mesure de proposer une autre personnalité politique à même de pouvoir prendre la relève. Et il espère, dans cette coalition-là, être le candidat. D'ailleurs, même, il a affirmé sur beaucoup de médias internationaux que, pour lui, le meilleur candidat pour porter les couleurs de cette alliance de la gauche et principalement du FPI et du PPACI, c'est lui. Simone Gbagbo également, elle est dans une bataille parce qu'il ne faut pas dissocier le drame conjugal de la politique concernant ces deux personnalités politiques de premier plan. Simone Gbagbo, elle n'en parle pas, mais je ne suis pas sûr qu'elle a digéré le traitement qu'elle a eu de la part de son ex-époux. Et aussi le traitement qu'elle subit de la part de l'épouse actuelle du président Gbagbo. C'est une affaire d'épouse. Non, voilà, c'est une affaire d'épouse. Voilà, c'est une affaire d'épouse qui réveille dans le milieu politique. Quelle réaction pour terminer? Non, moi je préfère qu'on reste seulement dans la politique parce que lui-même il a dit ici que Mme Simone Gbagbo est très politique et du temps même du mandat présidentiel de son ex-époux, elle était politique, donc il faut lui accorder cela. Oui, elle est politique, mais on ne peut pas analyser sans perdre de vue. On ne va pas faire des analyses conjugaux-politiques ici. Voilà. Voilà, chers téléspectateurs, nous sommes maintenant dans l'avant-dernière rubrique de cette émission, le carton rouge. Carton rouge, rubrique dans laquelle nos consultants font des coups de gueule sur des sujets d'actualité ou des sujets qui leur tiennent à cœur. Le premier carton de cette émission avec Arsène Anoma. Bon, mon carton rouge, c'est à l'endroit du PDCI et surtout du fait qu'on convoque l'un des cadres du PDCI devant le conseil de discipline en lui reprochant le fait qu'il ait des velléités de candidature à la candidature du parti pour la présidentielle. J'estime que c'est un peu triste. Et je me disais qu'avec la prise en main du PDCI par un jeune cadre qui a fait le bonheur, qui a œuvré dans les arcanes du milieu de la finance internationale, pour moi, je me disais qu'il allait apporter au PDCI un vent démocratique nouveau. Mais je me rends compte que le parti est en train de plus en plus d'emprunter le chemin d'une dictature interne. Après avoir muselé la candidature du secrétaire général Guy Kawe pour la présidence du PDCI, on se rend compte aujourd'hui qu'il y a des manœuvres qui tendent à faire du ministre Thiam le candidat unique du PDCI à la candidature prochaine du parti. Et pour moi, je trouve ça un peu triste et dommageable. Ce n'est pas véritablement de bons signaux pour un parti qui aspire à revenir au pouvoir en 2025. Bien, Gaël Akbar, réaction aux questions. Je ne pense pas que Thiam ou le camp Thiam et son équipe entière ose nous présenter Thiam en tant que candidat unique à la convention du PDCI. Je ne pense pas. Le PDCI est un parti qui est régi par des textes. Si tant est-il qu'ils se rendent compte que le ministre Billon a mené des actions
qui entrave le bon déroulement ou bien le bon fonctionnement du PDCI, selon les textes, il peut être interpellé pour en parler en interne. Ce n'est pas dit qu'il sera forcément sanctionné. Il faut qu'on attende la décision qui va sortir de cette convocation-là pour le savoir. Mais comme je le dis, je ne pense pas que Thiam ose, comme on appelle, mettre Bion de côté. Ça ne lui ferait même pas une bonne publicité actuellement. Gaël Akbar, à vous maintenant de faire votre carton rouge. Mon carton rouge sera dans le monde du transport, avec le phénomène des Nyambrou. Une activité normalement syndicale, parce qu'on les appelle syndicats, mais des syndicats qui se sont détournés de leurs objectifs de syndicats. Ils s'adonnent aujourd'hui à des activités illégales, illicites et informelles. On les voit un peu partout, dans toutes les gares, ou bien les gars improvisés au bord de la route, où ils prennent, ils soutillent de l'argent aux différents chauffeurs et apprentis. Ces activités de débrouillardise-là font que ça a un impact aussi sur le transport. Parce que souvent, quand on remarque qu'à des heures de pointe, les clients se plaignent du fait que le transport augmente d'un moment à l'autre, c'est relativement au fait que souvent certains Nyambro augmentent leur droit de sol. On voit que la police interpelle par endroit des Nyambro, mais il faut que la police intensifie ce travail-là. Ce n'est pas de forcément les prendre et les jeter en prison parce qu'on le sait, quand on les prend après, ils sont relaxés. Il faut plutôt que le gouvernement trouve des meilleures manière d'encadrer ces syndicats-là. Voilà. Bien. Arsène Anoma, réaction sur ce carton rouge pour terminer. Pour moi, je pense que le milieu du transport, c'est un milieu qui est en train d'être réorganisé. C'est en train d'être réorganisé. Le milieu des transports et son collaborateur, le directeur général du transport terrestre, M. Oumar Sako, font un très bon travail. La semaine passée, par exemple, le directeur général du transport terrestre a eu une réunion avec les livreurs pour les sensibiliser sur leurs activités. Et je suis convaincu que la réorganisation du milieu du transport en général ne va pas laisser le phénomène des Nyambro là sur le bas-côté de la route. À terme, je pense que cette activité-là sera impactée par la réorganisation du milieu du transport. Donc pour moi, c'est vrai, c'est quelque chose de déplorable. Ça nous crée tous des désagréments et nous le désapprouvons tous. Et je pense comme moi que la majeure partie des Ivoiriens désapprouvent ce phénomène-là. Et pour moi, nos gouvernants entendent ce que les populations disent. Le directeur du transport terrestre entend ce que la population dit. Et je suis convaincu qu'à terme, ce milieu-là sera réorganisé. Et cette activité-là, pour moi, si elle est un handicap à la bonne utilisation des transports en Côte d'Ivoire, sera véritablement mis sous les teignoirs et abandonné en fait. C'est l'heure maintenant du chiffre du jour. Le chiffre du jour, c'est 457 000. Milliards 1000. 1000. Ouais. Moi, je vois. C'est une action sociale du gouvernement ivoirien. Les kits scolaires Non, on verra tout à l'heure. À la date du 28 novembre 2024, 457 000 ménages ont bénéficié du programme Filets sociaux. Ce programme vise à soutenir les ménages vulnérables sur l'ensemble du territoire national ivoirien en leur octroyant des transferts monétaires directs d'un montant de 144 000 francs CFA. Commentaire Arsène Anoma sur ce chiffre. Non, pour moi, c'est encore un bilan positif à mettre à l'actif de la gouvernance du président Ouattara. Tout cela concourt à améliorer le quotidien des Ivoiriens. C'est une action à saluer et à espérer qu'elle s'étende à d'autres ménages. Mais aussi, surtout, il faille que le gouvernement continue dans son programme afin de pouvoir faire en sorte que de plus en plus, la population ivoirienne soit moins fragilisée et soit moins impactée par la pauvreté. Donc en attendant que cela soit effectif, nous saluons ce genre d'action qui permet d'apporter un plus
au quotidien des Ivoiriens. Gaël Akpa, 457 000 ménages ont bénéficié du programme Filets sociaux. Action sociale pour un gouvernement dit libéral, c'est à saluer parce que on l'a appris depuis les grands projets du gouvernement que cela devait se faire. Moi, j'ai vu plusieurs reportages où j'ai vu des personnes témoigner de ce qu'elles ont pu recevoir. C'est une action à saluer, mais je souhaiterais que ces actions-là se répandent un peu plus sur le territoire national. Et par contre, on fait ce genre d'action, on parle de 457 000 foyers touchés, mais il ne faut pas oublier aussi la situation des déguerpis qui est vraiment un tableau noir pour le gouvernement. Il faut que des solutions soient trouvées pour ces personnes-là. Sinon, pour moi, ce sont des actions à saluer et à encourager. Merci Gaël Akpa. Merci à vous aussi, Arsène Anoma. Chers téléspectateurs, ce soir, Entre deux news a mis en lumière deux enjeux essentiels. L'urgence d'une meilleure inclusion des personnes handicapées et la quête d'un leadership visionnaire pour 2025. Deux défis cruciaux pour bâtir une Côte d'Ivoire plus juste et prospère. Merci de votre fidélité et à très bientôt pour une nouvelle édition captivante. Cette émission, je rappelle, a été réalisée par Maswell Begré. Merci à toute l'équipe technique de production d'avoir permis la réalisation de cette émission. Rendez-vous demain, 20h15 pour un autre numéro d'Entre deux news, votre émission d'analyse et de décryptage de l'actualité nationale, ivoirienne et internationale sur Reflet TV, votre télé. Bonsoir.